Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle Microsoft, Windows, jeux vidéo et bien sûr Xbox. Nous sommes le jeudi 18 mars 2021 et c'est l'épisode 203 qui commence. Ce soir, ils sont là, ils sont fidèles. J'ai Flobo qui est là. Salut Flobo. Salut Guillaume. Et à côté de toi, il y a Cassim. Salut Cassim. Salut. Ça va ? Ça va. Écoute, je suis le seul à ne pas être confiné dans les 4 semaines qui arrivent. Je vais essayer d'en profiter pour vous. Mais tu verras, avec le programme qu'on a dans cet épisode-là, même avec le confinement, je pense qu'on a de quoi s'occuper. Non, mais je pense que rien qu'avec le boulot, j'ai de quoi m'occuper. Confiné ou pas, finalement, c'est pareil. Bon, allez, on va arrêter de raconter nos vies. On va passer... Ouais, je suis désolé, je suis désolé. Mais tu voulais nous dire qu'on pouvait quand même être... avoir des passe-temps ludiques grâce à Microsoft, c'est ça ? Exactement. Allez, donc on va lancer la première partie qui va parler de Xbox et de jeux vidéo. Alors pour commencer, Cassim, tu voulais peut-être nous parler du dernier gros rachat que Microsoft va pouvoir faire ? Oui, ils ont... Alors, c'est ZeniMax. Il s'est passé énormément de choses quand même depuis le dernier épisode chez Xbox, donc ils ont sorti les vannes d'un coup, ils ont balancé plein de trucs. Le premier, c'est le fait que effectivement le rachat qui avait déjà été annoncé de Bethesda a été finalisé. Alors on va pas revenir 3 ans dessus parce qu'on en a déjà parlé beaucoup. Non. Donc c'est le papa des Doom, Wolfenstein, Skyrim, Fallout et compagnie. Donc maintenant, il y a quand même 2300 employés et 8 studios de mémoire qui rejoignent Xbox, donc ça fait quand même pas mal de monde. C'est juste énorme. Les 3 éléments vraiment à retenir de cette finalisation qu'il faut retenir, c'est ils ont confirmé que les jeux, quasiment tous les jeux seraient exclusifs à l'avenir aux plateformes où le Xbox Game Pass est disponible. Donc là, ils laissent un peu la porte à éventuellement, si Sony et Nintendo veulent les jeux Bethesda, ils ont qu'à accepter le Game Pass. Le Game Pass. Mais à l'avenir, voilà, ils ont dit, ils peuvent pas dire que tous les jeux seront exclusifs parce qu'ils ont quelques obligations contractuelles. Par exemple, les prochains jeux de Bethesda, c'est Deathloop et Ghostwire Tokyo, et ce sont des exclusivités temporaires pour la PlayStation 5, car le contrat avait été signé avant le rachat. Donc ils vont devoir... Alors Florian voudrait prendre la parole, Cassim. Juste un truc, moi qui suis pas exactement tous les news jeux vidéo, il n'y avait pas eu un truc où Nintendo avait déjà accepté un truc Microsoft sur la Switch à une époque ? Ça n'a pas été fait ça ? Si, c'était Minecraft. Tout à fait. C'est juste Minecraft ? C'est avec Minecraft avec le Xbox Live, le fait que les serveurs, que ça tourne sur les serveurs de Xbox... voilà, il y a plusieurs jeux multijoueurs qui utilisent les serveurs de Microsoft plutôt que les serveurs de Nintendo pour faire tourner. Mais ça s'est arrêté là. Ils ont jamais été plus loin. Pour l'instant, ils sont pas allés plus loin. Mais clairement, s'il y avait un acteur avec lequel Microsoft devait se rapprocher, ce serait plutôt Nintendo que PlayStation, vu leur proximité par le passé. Donc du coup, la plupart des jeux seront exclusifs. Il y a aussi un point d'interrogation sur le futur jeu Indiana Jones, parce que là aussi, c'est une licence qui appartient à Disney, donc peut-être que Disney, quand ils ont signé pour faire un jeu Indiana Jones, ils ont peut-être demandé à ce que ce soit disponible sur toutes les plateformes. Partout. Voilà, donc on verra bien. Mais globalement, les jeux seront exclusifs. Ils ont aussi annoncé qu'ils s'intéressaient de près aux technologies de ID Software, qui est le développeur de Doom, qui a en fait le moteur graphique de Doom est vraiment un des meilleurs moteurs graphiques au monde de loin. Et donc ils vont voir, ils ont mentionné le fait que peut-être l'utiliser pour un futur Gears ou un futur Halo, réfléchir à utiliser ce moteur peut-être au-delà de Doom, ou voire même peut-être le commercialiser auprès des développeurs, on ne sait pas. Et il y a aussi une technologie de streaming qui s'appelle Orion qui pourra aider xCloud à fonctionner. Donc tout ça c'est intéressant. Et le dernier point, c'était l'ajout de beaucoup de jeux au Game Pass. Oui. Ça c'était évidemment ce qui était le plus attendu par les joueurs, et ils ont quand même pas déçu parce qu'ils ont quand même vraiment rajouté quand même une quinzaine de jeux, je crois. En tout, il y en a 20 maintenant, des jeux Bethesda qui sont présents. 20 jeux, ouais. Certains de ces 20 jeux étaient déjà présents dans l'abonnement. Ou avait été présent il y a quelques temps déjà, par exemple Fallout 4 avait été présent puis il était reparti. Voilà, maintenant il y a 20 jeux désormais disponibles. La plupart sont disponibles en plus sur Xbox, PC et Cloud. Là aussi, des fois il y avait des jeux qui étaient que sur Xbox, que sur PC, là c'est tout. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il en manque encore quelques-uns, mais on imagine que c'est des contrats en cours qui peuvent pas forcément... par exemple, Wolfenstein 2, ironiquement, il est disponible que chez PlayStation et pas chez Xbox, donc c'est... en termes d'abonnement, donc c'est peut-être des contrats d'exclusivité qui sont en cours.
Et puis je voulais mentionner rapidement le fait que les jeux Bethesda, les Fallout et les Elder Scrolls et tout sont compatibles avec les mods sur PC. C'est des jeux qui sont très populaires en termes de mods d'habitude sur Steam et compagnie. Les joueurs adorent installer des mods pour améliorer les graphismes, corriger les bugs, etc. Et c'était important de mentionner que même disponible dans le Game Pass, même avec le Microsoft Store, il y a les mods qui sont proposés, on peut les installer. D'accord. Bon, mais ça fait quand même un beau gros ajout sur ce Game Pass ce mois-ci. Hein. Oui, parce qu'en plus, alors, ils se sont pas arrêtés là, parce que ils avaient commencé le mois en rajoutant pas mal de jeux de sport. Là, il y a eu ce rachat de Bethesda qui viennent de chez EA. C'est ça, il y a eu ce rachat de Bethesda où ils ont racheté pas mal de jeux. Et en plus, derrière, ils ont annoncé aussi une flopée de nouveaux jeux d'ici la fin du mois. En fait, en gros, le rachat de Bethesda ne s'intègre pas dans le calendrier du Game Pass. Ils ont continué leur flux d'ajout de jeux comme si de rien n'était, quoi. Et du coup, ça se rajoute en plus, ce qui fait probablement du mois de mars, là, le plus gros mois depuis le début de l'abonnement en termes d'ajout de jeux, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Donc ça tombe bien pour Florian, là, il est confiné 4 semaines où tu vas pouvoir ressortir ta console, Florian, et tu vas pouvoir tester tous les jeux qui viennent d'arriver sur le Game Pass, quoi. Donc il fait oui de la tête, pour ceux qui l'ont pas en vidéo. Il est blasé. Dans cette fournée, je vais quand même juste en mentionner 3 qui sont importants. Undertale, qui était un petit jeu indépendant qui n'était jamais sorti sur Xbox jusqu'à présent, qui était disponible sur PlayStation, Switch et PC. Là, il arrive sur Xbox, et dès son arrivée sur Xbox, il arrive dans le Game Pass. Octopath Traveler, c'est intéressant parce que c'est un RPG japonais développé par Square Enix, et il était uniquement disponible sur PC et Switch jusqu'à présent. Ce qui fait que c'est un RPG japonais qui sort sur Xbox avant de sortir sur PlayStation. C'est assez notable, d'habitude c'est plutôt le contraire. C'est clair. Et le dernier jeu qu'il faut mentionner, c'est Outriders. Ils ont carrément fait une annonce dédiée. C'est un gros jeu. Alors ça, c'est pour le 1er avril, ça. C'est pour le 1er avril. Voilà, ils l'ont annoncé dans cette fournée-là, mais on sent que c'est parce que c'est le premier jour du mois d'avril. Ça arrivera avant la prochaine fournée qui sera première semaine d'avril en gros. Oui. Mais oui, ça déborde un peu sur avril. Et c'est parce que c'est un jeu relativement important. C'est un jeu développé par Square Enix. C'est un RPG un peu action fait par des anciens développeurs de Gears of War. Et c'est un jeu il sera disponible dans le Game Pass dès sa sortie sur le Game Pass console et cloud. Dès la sortie du jeu, c'est un jeu qui est prévu pour le 1er avril sur Xbox, PlayStation et compagnie. Et donc là, dès le premier jour, il sera disponible dans le Game Pass. Et c'est quand même un gros jeu. Bon, c'est pas le jeu que j'attends le plus, qui sera le plus attendu des joueurs, je pense, dans le monde entier, mais c'est un jeu au budget quand même important. Bah, les sites tech en parlent pas mal de ce jeu, parce que moi je n'en avais pas du tout entendu parler. Puis là, en préparant cet épisode, finalement, il se retrouve assez fréquemment. Bah parce que en plus je pense que c'était intéressant de voir que quand ils ont annoncé que ce jeu allait arriver dans le Game Pass, il a eu une sorte de regain d'intérêt. Il a été. Mais il a fait parler de lui aussi. C'est ça. Il a fait parler de lui parce que il y a eu du retard, je crois, sur la production de ce jeu, et donc ils avaient donné en démo le premier niveau, non, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc les gens en ont pas mal parlé, et finalement, ça doit créer une certaine attente parce que, voilà, tous les sites tech, que ce soit vous chez Frandroid ou chez la concurrence, vous en parlez, vous y revenez dessus, donc. Non, c'est sûr. Puis c'est une sortie notable. C'est une des premières fois où le Xbox Game Pass intègre un jeu entre guillemets donc AAA, enfin à haut budget. Qui soit pas développé par Microsoft Day One comme ça dès son jour de lancement, donc c'est assez notable. Donc il faudra peut-être par contre se jeter dessus dès le premier jour, parce qu'il risque de pas rester non plus pendant 107 ans. Oui, c'est ça, il restera probablement on sait pas combien de temps, mais on peut imaginer 3-6 mois maximum. On verra bien. Voilà. Bon, ensuite, je suis sûr, Cassim, que tu voulais nous dire que ça y est, les jeux EA Play allaient arriver sur PC. Alors, c'est aujourd'hui, non, que ça arrive? Exactement, même. Dans 40 minutes au moment où on enregistre cette émission. Comme ça, vous savez qu'on enregistre à 21h20. Ouais, ça, donc c'est a priori, si vous écoutez, sauf si vous êtes très très fort, si vous écoutez cette émission, donc c'est disponible. Et donc, ça avait été en retard. Ça avait été annoncé en septembre dernier, et c'était arrivé très rapidement sur les consoles Xbox, l'intégration de l'abonnement EA Play. Et mais sur PC, c'était un peu en retard. Et là, ça y est, ça arrive enfin.
Donc on a tout le catalogue de jeux, donc EA Play qui est un sous-catalogue de Electronic Arts, hein, c'est pas tous les derniers jeux Electronic Arts, c'est plutôt des jeux un peu anciens, mais quand même pas ceux mal. Qui ont un an. Voilà, ceux qui ont un an, et quand même pas mal de bons jeux, de gros jeux à découvrir. Puis en plus, t'as des petits bonus, c'est vraiment tout l'abonnement EA Play qui est intégré, donc ça veut dire que t'as 10 heures d'essai sur les nouveaux jeux, t'as des pourcentages de réduction sur les DLC et compagnie, donc pas mal de petits bénéfices comme ça qui s'accumulent. Pour l'activer, il faudra passer par l'application EA Desktop, qui est leur launcher de jeu à eux, qui remplace Origin. Et il faudra connecter en gros ton compte Microsoft avec ton compte Electronic Arts pour pouvoir accéder vraiment à tous les jeux. Ça, c'est le seul truc qui est un petit peu pénible, mais bon, sans être vraiment méchant, quoi. C'est pénible, en même temps, mon esprit qui aime bien mettre des choses dans des cases trouve ça très logique que du coup, au moins tu restes chez EA, t'as les jeux EA chez EA. Mais c'est logique, hein. Mais ouais, je comprends que ce puisse être embêtant. Il y a quelques jeux qui seront rajoutés dans le Game Pass tout court, si t'as pas envie de faire ta connexion. Il y aura dans l'application Game Pass quelques jeux EA qui seront dedans. Mais voilà, si tu veux vraiment tout l'abonnement, il faudra passer par EA Desktop. Après, imagine qu'il faut que tu sois obligé de passer par le Microsoft Store pour acheter ton truc. Il faut mieux que ça passe par EA Desktop. Hein. Oui, peut-être. Je voulais mentionner... Mais je pense qu'il y a les moyens de négocier avec Microsoft par rapport à ce qu'ils prennent comme... non, mais je trollais pas. Non, mais je trollais sur le fait que ton abonnement, le temps que ça se valide, le store bug légèrement assez souvent. Mais non, c'est moins pire. Ah, c'est moins grave qu'avant. J'ai plus le droit de troller. Attention, il faut qu'on te rajoute la petite étiquette MVP. Donc Cassim, tu voulais rajouter quelque chose qu'on a oublié? Non, juste EA Play, je voulais juste mentionner le fait que, contrairement à la version console, le Game Pass pour PC qui est à 10€ par mois suffit pour en bénéficier. Il n'y a pas besoin de l'offre Ultimate, qui est l'offre haut de gamme. Les joueurs console, pour avoir accès au EA Play, ils sont obligés d'avoir l'offre Ultimate. C'est pas le cas sur PC. Ok, merci Cassim. Bon, on laisse un petit peu de côté les jeux, Cassim, et on va parler un petit peu plus de software. Là, on va récupérer notre Florian. Il y a la mise à jour de Xbox de mars qui arrive, et on va avoir notamment l'arrivée du FPS Boost, les succès qui reviennent dans l'application Xbox, les langues qui seront plus facilement utilisable et gérable, et voilà, donc ça nous fait quand même une petite mise à jour pas mal. Tu pourrais nous parler un peu du FPS Boost, Cassim, s'il te plaît? Oui, c'est une fonctionnalité de l'équipe qui se charge des jeux en rétrocompatibilité sur Xbox. Donc en gros, ça permet très simplement, comme son nom l'indique, de booster le nombre de FPS sur certains jeux sans de travail de la part des développeurs du jeu à la base. C'est l'équipe Xbox qui s'en occupe. Et donc ça permet de passer des jeux qui étaient bloqués en 30 images secondes sur Xbox One à 60 ou 120 images par seconde sur les Xbox série S ou X. Alors moi j'ai pas compris. Au début j'ai cru que c'était les FPS, tu sais, les jeux de tir quoi. Non. Et je me suis dit mais pourquoi ils ont trouvé ce nom? Puis voilà. C'est les FPS images par seconde, frame per second. Donc ils avaient annoncé que Watch Dogs 2, Far Cry 4, Sniper Elite 4 et New Super Lucky Style et UFC 4 étaient compatibles, puis ils en ont rajouté là quelques-uns de chez Bethesda, notamment Prey ou je crois et Skyrim. Donc voilà, il y a une liste qui va continuer à grossir au fil des mois de jeux compatibles FPS Boost. Et là, ce que cette mise à jour elle permet de faire, la mise à jour Xbox, c'est d'activer ou non cette fonctionnalité-là. Si d'aventure, un jeu, tu découvres qu'il y a un bug dedans quand il est passé en mode FPS Boost à 60 images secondes, ou si tu préférais la façon de y tourner à 30 images secondes, tu peux désactiver l'option dans les paramètres du jeu. Grâce à cette mise à jour de la Xbox, tu pourras le paramétrer. Ouais, ça c'est plutôt bien fait. À côté de ça, on a l'auto HDR qui est activable également. Bon, pareil. C'est un de plus, c'est pour Florian quoi, ça aussi. Pareil, c'est activable ou désactivable, et pareil, c'est un truc qui est géré par Microsoft sans les développeurs, et qui permet donc, si vous avez un téléviseur qui est compatible HDR, de passer automatiquement un jeu qui n'était pas forcément prévu pour. Ça peut être un jeu même de la première Xbox de 2000, des années 2000, le jeu passe en HDR, donc c'est plutôt pas mal, mais voilà, ça peut être désactivé. Vous me trollez, mais est-ce qu'il y a vraiment tant de monde que ça qui a des trucs compatibles avec HDR, 4K et machin truc? De plus en plus quand même. Je pense que maintenant tu dois bien avoir au moins... Allez, je sais pas pourquoi, mais je sentirais bien 50% des joueurs qui sont au moins équipés d'une télé soit 4K, soit HDR, soit les deux. Et ils regardent tous des trucs upscalés et tout ça, parce que franchement, question source, on est limité. Hein. Enfin bon, c'est un autre débat. Oui, mais
Non, mais tu as raison, mais bon, quand ta console te permet de sortir du 4K directement, oui, c'est toujours bénéfice de s'en servir. Moi, je passe au 4K le jour où j'ai au moins plus de 50% de mes sources qui sont 4K, pas avant. Je pense que en tout cas, je pense que dans les salons, effectivement, c'est en train de se démocratiser. Sur les ordinateurs, c'est peut-être un autre débat. Je pense que c'est oui, non, sur les ordi, non. Voilà, mais on pourra en reparler plus tard. Mais voilà, sur les téléviseurs, je comprends pourquoi ils ont voulu pousser ça. Et le meilleur affichage des langues, rapidement, c'est juste que le Microsoft Store, maintenant, désormais, sur les fiches de jeu, tu vas pouvoir voir quelles sont les langues supportées pour l'interface, pour les sous-titres et pour l'audio. T'as la grille un peu qu'on connaît déjà sur Steam, par exemple, et qui va te dire, bon voilà, il y a l'anglais pour les voix, l'anglais pour le texte, français que pour le texte, français pour les voix, etc. Alors Cassim, tiens, une question d'après ce que j'ai lu, et alors tu me diras si j'ai bien compris ou pas. J'ai cru comprendre qu'on pourrait peut-être, grâce à ça, choisir, par exemple, si on voulait que les personnages continuent à parler en anglais, on peut leur dire de parler anglais, d'afficher les sous-titres français s'ils sont disponibles, et faire notre mix avec tout ça. Alors pour le moment c'est pas prévu, mais j'aimerais bien. c'est clairement, moi c'est ma plus grosse demande sur Xbox, que ce soit sur Xbox ou sur le Game Pass sur PC. Dans les deux cas, pour changer la langue des jeux, si le jeu le prévoit pas, t'es obligé de changer la langue de ta console, ce qui est assez pénible. Donc j'aimerais bien qu'ils s'y mettent. Peut-être que c'est une bonne première étape en tout cas. Ils ont l'air de vouloir un peu travailler leur localisation et comprendre que il y a d'autres joueurs Xbox que des joueurs américains dans le monde, donc c'est ça. Ce serait bien de s'y mettre. Pour un Microsoft en tout plus qui veut viser 1 milliard de joueurs avec leur cloud et tout ça, en disant ouh là là, tout le monde partout dans le monde, on veut que tout le monde joue à nos jeux. Bon bah voilà, faut s'y mettre quoi. Va falloir, ouais, ils vont pas trouver 1 milliard d'utilisateurs aux États-Unis. Alors, dans cette mise à jour, on a encore le retour des succès dans l'application, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant, mais on a surtout l'arrivée des préparatifs pour les nouveaux casques Xbox. Donc ça, toi, tu as pu en tester un, Cassim, mais on en reparlera tout à l'heure. Sinon, j'ai entendu parler qu'il y avait eu des bugs sur les manettes de Xbox Series S et Series X, et qui étaient en train d'être réglés grâce à une mise à jour. Bon, il reste encore certains petits soucis qui ne sont pas encore réglés, mais ça devrait pas trop tarder. Voilà. Tu en avais entendu beaucoup parler de ces bugs de manettes ? J'ai vu une ou deux personnes. Je saurais pas te dire quelle est la proportion de joueurs qui est touchée. En plus, qui a réussi à acheter une nouvelle Xbox aussi, c'est compliqué de savoir. C'est vrai. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas eu le souci. Je connais des personnes qui ont eu le souci. Donc après, voilà, ça a l'air d'être un peu. Le problème, c'est qu'en plus, c'est le genre de trucs qui sont un peu aléatoires. C'est des manettes en fait qui, du coup, n'arrivaient plus à se connecter avec la console. Fallait la rebrancher, etc. Enfin, fallait un peu bidouiller pour que ça refonctionne. Là, le problème, il l'annonce comme corrigé, et en même temps, dans les nouvelles builds, il mentionne que dans les problèmes connus, il y a toujours les problèmes de déconnexion. Donc on sent que il y a plusieurs problèmes et qu'ils en ont réglé certains et pas tous, comme tu le disais. On verra bien, mais c'est bien qu'ils s'y attellent. Au moins, c'est que logiciel, c'est déjà ça. C'est ça, c'est que logiciel. Bon, sinon, ils auraient pu rappeler les manettes et les remplacer. Je pense qu'ils sont capables de le gérer, ça. Bon, on laisse cette petite partie, on reste sur la console, juste pour vous annoncer que jusqu'à présent, vous aviez Edge qui était disponible bien sûr sur les Xbox, mais c'était la vieille version de Edge, la version qui n'était pas basée sur Chromium. Et il y a la nouvelle version de Edge base Chromium qui arrive petit à petit sur les Xbox, alors uniquement sur les versions alpha, voilà. Donc Edge va pouvoir arriver, vous allez pouvoir en profiter en alpha skip end. Donc Florian, je sais pas si tu as passé ta console. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça veut dire qu'on a les extensions et les PWA ? Alors plus ou moins. Alors les extensions non, clairement pas. Comme sur mobile, tu les as pas sur mobile, tu les auras pas sur Xbox. Par contre, parce que c'est la base mobile qui est utilisée ? Non, mais je veux dire, tu vois, Chromium, c'est le même navigateur sur plusieurs plateformes. Tu vois que les extensions, elles sont pas forcément disponibles partout où Edge est disponible. Donc oui, mais justement, moi j'avais compris que c'était parce que la version mobile était encore sur le vieux code qu'ils avaient utilisé avant de passer à Chromium lorsqu'ils utilisaient la version mobile, et c'est pour ça qu'il n'est pas... je pense pas, parce que même Chrome par exemple n'a pas les extensions sur mobile. Bref, en tout cas, je pense. Donc là, en tout cas sur Xbox, je ne crois pas qu'il y ait les extensions sur Xbox. Par contre, les PWA, oui, puisque il y en a qui ont réussi à faire tourner Google Stadia, GeForce Now dans le navigateur par la version web. Alors après, c'est un peu compliqué parce que la manette n'est pas forcément tout le temps gérée, parce que la manette, en fait, quand tu actives Edge sur la Xbox, la manette se met en mode un peu souris,
navigation web, quoi. Elle essaie de te faire scroller tout ça, elle te fait pas les contrôles qu'il y a habituellement sur une manette. Et donc, pour les jeux, ça marche pas forcément. Mais technologiquement, la technologie est là, ça lit le site, ça arrive à faire tourner le truc de streaming. Donc les PWA, je pense, elles peuvent fonctionner. Mais je pense pas. Enfin, c'est un navigateur sur une console de jeu, quoi. Je pense pas que. On va pas aller chercher. Oui, c'est pas fait pour aller naviguer. Oui, c'est pas fait pour passer ta journée à naviguer sur le web sur ta console. Ils mettent bien les WP, c'est un peu la même chose, je trouve. Hein. Mais c'est bien qu'ils. Enfin, par contre, je trouve ça fou que c'est mis autant de temps. Enfin, vu la sortie du nouveau Edge et le fait que là, l'ancien Edge en fait est en train a fini son support. Il était temps que la Xbox. Enfin, je trouvais ça fou que c'est mis autant de temps, quoi, à changer. Et encore, il est pas là pour tout le monde pour l'instant. Non, il est là que pour ceux qui ont une Xbox en alpha. Ouais. Bon, après, c'est une alpha rapide. Enfin, a priori, dans le mois, le déploiement devrait arriver dans moins d'un mois. C'est pas l'alpha version Windows où c'est dans 6 mois à la prochaine mise à jour majeure, a priori. Ça devrait arriver relativement rapidement. D'accord. Merci Cassim pour ces éclaircissements. Bon, je vous propose de refermer cette page Xbox. Finalement, Florian, t'as bien entendu parler un peu de console. Et on va passer à la partie matérielle. Alors Cassim, on en avait un petit peu parlé il y a 15 jours, je crois. Je sais pas si tu l'avais testé encore il y a 15 jours, ou si vous veniez juste de le recevoir. Tu as pu, toi, prendre en main le nouveau casque Xbox, donc le casque qui vaut 100 €, pour arrondir simplement, et qui est dédié à la console. Donc le casque qui est plutôt sympathique avec la molette de réglage du volume à droite, le réglage alors de la double connexion sur l'oreillette gauche, et le micro qui s'intègre à l'oreillette gauche. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, finalement, après? T'as pu l'utiliser plus? Alors, je l'ai utilisé plusieurs jours, mais par contre, j'étais ultra occupé, du coup, j'ai pas pu faire autant de tests que ce que je voulais faire. J'ai pas pu faire beaucoup de conversations, par exemple, sur Xbox Live et tout ça, pour tester vraiment le micro. Mais alors, je l'ai surtout utilisé en écoute, et voilà. Et je l'ai surtout utilisé sur PC, en plus, avec, alors quand même, la connexion Xbox, puisqu'on va revenir. Donc, en fait, ce casque gère 2 types de connexions. Il gère soit le protocole propriétaire Wi-Fi Xbox wireless. Donc ça, c'est le même protocole que ce qu'utilisent les manettes Xbox en sans fil par défaut. Et c'est disponible avant tout sur Xbox ou sur PC si tu as le dongle optionnel que Microsoft commercialise, ce qui est mon cas. Et du coup, j'ai pu utiliser cette connexion-là. Sinon, alternativement, le casque peut se connecter en Bluetooth, comme n'importe quel casque Bluetooth. Et à ce moment-là, ça ne fonctionne pas sur la Xbox, puisque la Xbox, comme la PlayStation, comme la Switch, ne gère pas le Bluetooth audio. Tu ne peux pas te connecter à un casque Bluetooth sur ces consoles. Non. En fait, cette double connexion, elle est super intéressante parce que, au-delà des casques qui, des fois, gèrent que tu puisses t'appairer à plusieurs appareils, là, ce casque-là, il gère vraiment deux connexions simultanées. Simultané, ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir ta connexion théoriquement, en fait, en pratique, le plus pratique, c'est avoir ta connexion avec ta Xbox pour le son de ton jeu. Et en parallèle, tu as la connexion avec ton smartphone, par exemple, sur lequel tu vas retrouver un Discord, voire un Microsoft Teams ou un Google Meet si tu es au boulot, mais que tu as envie quand même de jouer pendant tes réunions. Et en fait, tu vas pouvoir, comme tu disais avec la molette gauche, régler si tu veux entendre que le jeu, entendre que ta réunion, ou entendre un peu des deux. La balance entre les deux sources. Exactement. Mais je trouve ça vraiment fou à quel point, le casque est vraiment capable de gérer 2 connexions simultanées. Il le gère très très bien. Ce qui est, je connais pas d'autres casques qui font ça. Après, je connais pas beaucoup le marché des casques gaming, mais je connais pas d'autres casques qui font ça. D'habitude, c'est plutôt uniquement Bluetooth, et voilà, c'est juste une liste de produits sur lequel ton casque est connecté. Par exemple, Bose. En général, tu vas écouter de la musique sur ton PC, et au moment où tu lances de la musique sur ton smartphone, il coupe la musique sur ton PC et il passe sur ton smartphone. En fait, il passe d'une connexion à l'autre de façon assez dynamique, mais il gère pas 2 connexions en même temps. Mais c'est pas en même temps. C'est ça. Ouais. Et alors, au niveau écoute, qu'est-ce que t'as pensé du son de ce casque? Alors, c'est le point qui m'a un peu déçu, mais je pense que je suis un peu chiant. Je suis un peu. Moi, j'ai un casque Bluetooth haut de gamme, à isolation de son, qui est fait pour l'audio. Qui est plutôt fait pour la musique, etc. Donc, qui va plutôt miser sur la qualité de son son, justement. Là, on est sur... Et c'est des casques qui coûtent plutôt dans les 200-300 €.
alors que là on est sur un casque qui coûte 100€. Du coup, pour un casque à 100€, je pense qu'il a un très bon son. Je pense qu'il a forcément un son qui est moins bon que les casques haut de gamme. Il mise un peu beaucoup trop sur les graves, je trouve. Et surtout, j'ai été un peu déçu par le Dolby Atmos qui est activé par défaut, là, la spatialisation du son. Notamment sur Windows, moi tout était activé par défaut. Et j'avais l'impression d'avoir la tête dans un bocal, Ça résonnait. Ouais, non mais c'est ça, c'est l'effet un peu de reverb chelou que t'as quand on te donne des faux effets de spatialisation, je trouve. Enfin, moi ça m'a pas convaincu du tout, j'ai tout désactivé et je trouve déjà la musique beaucoup plus agréable. Faut savoir que dans l'application qui va avec le casque, qui est disponible sur Windows ou sur la Xbox, tu peux régler un petit peu, t'as un equalizer pour régler légèrement un peu les graves, les aigus, les médiums. Bon, ça fait pas non plus des miracles, mais au moins tu peux un peu plus accorder avec ta préférence, quoi. Ouais, où tu peux neutraliser un petit peu ces réglages d'usine qui sont peut-être un peu trop à la mode. Je pense qu'ils ont un peu misé. Je pense que pour du jeu vidéo, ils ont voulu miser un peu plus sur les graves et les effets un peu détonnants pour te donner un peu plus d'immersion quand t'es dans tes jeux d'action et que ça fait pam pam boum boum, t'es plus content. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il est moins équilibré sur ce point-là. Cela dit, j'ai l'impression que pour un casque avec 100€, c'est quand même un très 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 bon casque. C'est un casque sans fil. C'est un micro casque sans fil. J'ai l'impression que vraiment il est très très bon sur son segment de prix. J'ai lu pas mal de tests aussi de confrères qui ont tous été bluffés par globalement la qualité du casque. Il a un super design, il est très confortable. Quand je parle de design, je parle vraiment, il est très confortable. Je l'ai porté vraiment pendant toute la journée, pendant plusieurs jours, et il m'a jamais fait mal. Donc, ce qui est très bon signe en général. Après, le design reste relativement sobre. Il se recharge en USB-C. Il a une quinzaine d'heures d'autonomie, ce qui est pas mal du tout, je trouve, en écoute. Tu fais largement ta journée. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pu à chaque fois tenir une journée et demie avant que le casque commence à me dire là, il faut vraiment que tu m'en charges, quoi. Voilà. Donc la balance entre les deux connexions, c'est cool. Le point qui m'a un peu chiffonné au début, et j'ai pas encore pu me plonger dans les paramètres, donc peut-être que je suis passé à côté d'une option, c'est que quand tu le connectes à ta Xbox, il allume ta Xbox. Quand tu l'allumes le casque, il allume ta Xbox comme les manettes en fait. D'accord, ça c'est un peu embêtant ça. Ce qui est une bonne idée en fait, on comprend, c'est un peu une fausse bonne idée quoi. Je comprends l'idée sur le papier du oui j'arrive avec mon casque, je l'allume, paf paf, ma Xbox s'allume toute seule. Mais en pratique en fait, pour un casque qui gère deux connexions, moi je l'avais en Bluetooth sur mon smartphone, je l'allume pour écouter de la musique sur mon smartphone et là j'ai la Xbox qui s'allume. Et en plus du coup, comme j'étais dans une autre pièce, ça se connectait à moitié, ça faisait, il n'arrêtait pas de se connecter, de se redéconnecter, tu vois, il avait un peu du mal à choper la Xbox. À gérer la distance, évidemment, ça fait 10 ans qu'on a le même problème avec les manettes, au final ils l'ont jamais vraiment résolu, je pense. Il est pas, Mais pour la manette, c'est normal. Pourquoi ? Non, la manette, pour moi, je me souviens, j'ai ma Xbox, je l'utilise beaucoup plus avec le PC que la Xbox, et souvent je débranche la console justement pour pas que ça allume la console. Ah oui, je suis assez d'accord, oui. Alors moi j'ai résolu le problème, j'ai une manette Xbox pour le PC et j'ai une manette Xbox pour la Xbox. C'est ça la solution. Non mais effectivement. Et là, tu vois, j'ai aucun souci, quand j'allume la manette Xbox, ça marche nickel, ça allume la Xbox et que la Xbox. Je suis assez d'accord, mais bon. Voilà, clairement, il faudrait qu'il propose. En plus, ce serait quand même un paramètre qui n'est pas très compliqué à proposer, je pense, activer ou non. Parce qu'il y en a qui trouvent ça très pratique et qui trouvent ça super, hein, donc tant mieux pour eux. Mais si tu t'en sers que pour la console, effectivement, c'est très pratique. Mais moi, tu vois, j'en ai marre de devoir brancher un casque filaire sur la console. Je trouve pas ça hyper pratique. Et je trouvais ça très tentant comme appareil. Mais ça m'embête aussi d'allumer la console à chaque fois que je vais allumer le casque. Sur les autres points rapidement que je voulais mentionner sur le casque, il n'y a pas de prise jack, tu viens de m'y faire penser. Normalement, tu peux uniquement sans fil. Alors, je crois que tu peux l'utiliser en filaire, en USB-C, mais en USB-C, c'est ça. J'ai pas pu le tester, je l'ai pas testé moi-même, mais je crois avoir lu que tu pouvais l'utiliser en USB-C en câblé. Mais en tout cas, il n'y a pas de prise jack, donc c'est clairement pas l'usage principal de ce casque. Ouais. Et puis dernier point sur le micro, j'ai pas beaucoup testé, mais les peu de réunions que j'ai fait avec le casque, on m'a dit que le micro marchait plutôt bien, qu'il n'y avait pas beaucoup qu'on m'entendait bien, tout allait bien.
Il faut savoir que il faut savoir qu'il a 2 fonctionnalités, ce micro. Il fait de la suppression de bruit, bon ça c'est assez classique. Donc il y a un deuxième micro dans le micro pour supprimer le bruit ambiant en gros, qui se règle dans les paramètres du casque. Et le deuxième point, c'est que il peut automatiquement se muter, un peu comme ce que propose un Discord ou les logiciels d'audio. Donc en fait, quand vous ne parlez pas, pour pas que vos interlocuteurs entendent le bruit ambiant de quelqu'un qui passe l'aspi derrière vous et tout ça, le micro va automatiquement se couper. Et l'algorithme a l'air quand même plutôt bien fait, c'est-à-dire que dès que tu recommences à parler, le micro se réactive tout de suite, ça ne perd pas le début de ta phrase, enfin ça a l'air assez réactif. Donc sur ce point, c'est plutôt un bon point. Et je voulais mentionner l'isolation sonore, justement, je parlais de suppression de bruit. C'est une fonctionnalité qui est à la mode dans les casques audio. Là, il n'y a pas de suppression active de bruit, mais par contre, il y a une très bonne isolation passive, c'est-à-dire que là, je l'ai sur les oreilles, et j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on te met les mains sur les oreilles, tu vois, ça occulte beaucoup. Ça te coupe du monde extérieur. Ouais, ça t'occulte quand même pas mal du monde extérieur, même si ça reste de l'isolation passive. Tu le prendras pas dans la rue, tu le prendras pas dans le métro, quoi, mais ça reste de l'isolation passive, mais c'est beaucoup, ça isole quand même beaucoup. Oui, après, son objectif, enfin sa raison d'être, c'est quand même un casque de console, donc tu vas pas y jouer dans la rue, donc t'as pas forcément besoin de cette isolation active. Clairement, c'est pour ça que je voulais clarifier, mais oui, clairement, je pense qu'il fait très bien ce pourquoi il a été conçu, quoi. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Cassim pour toute cette présentation de ce casque qui finalement reste bien intéressant quand même, je trouve. Très bon rapport qualité-prix, j'ai l'impression. Il va très bien se vendre, je pense. Ouais. Bon, bah écoute, on va reposer le casque et cette fois-ci, une petite rumeur qui nous parvient de chez Microsoft qui nous dit qu'une webcam reviendrait sur le devant de la scène matérielle chez Microsoft. Je crois que la dernière datait de 2011, donc quelque chose comme ça, ou 2013, je sais plus. Donc il serait temps quand même que Microsoft ressorte un petit peu de matériel parce qu'à une époque, c'était quand même un des leaders du marché des webcams grand public. Non, je sais pas si vous voulez réagir un petit peu. Je pensais que Florian réagirait, mais oui, non, j'ai pas le droit de troller. Bon, d'accord. Il faut que... Non, mais es-tu content de l'arrivée de cette webcam? Non, mais c'est une bonne chose sur le principe. Après, il faut vraiment que ce soit optimisé avec leurs propres produits, parce que vous vous souvenez des épisodes que je faisais avec la webcam Microsoft, où tout était flou, tout était noir, jusqu'à ce que j'essayais de débloquer le truc avec Teams pendant 10 minutes. Non, avec Teams, il fallait qu'on te mette à l'écran pour que ça active la lumière sur ta caméra. C'est quand même une webcam Microsoft avec un produit Microsoft, on sentait quand même qu'ils n'avaient pas vraiment optimisé. Après, la webcam, elle avait 10 ans. Oui, c'est ça. Remettons les choses dans son contexte. La caméra a été conçue avant que les employés de Microsoft Teams arrivent chez Microsoft. Tu vois, l'époque n'est pas la même. Peut-être avant que même Teams se soit imaginé. Mais bon, mais bon, même des vieilles caméras, il n'y avait pas autant de trucs étranges qui se passaient, mais bon, je pense que c'est une assez bonne chose, surtout avec Teams qui arrive pour les... ils essayent de pousser Teams pour les particuliers également, donc ça me paraît assez cohérent. Puis en plus, si on ajoute le télétravail, les gens utilisent Teams aussi, c'est peut-être une caméra proposée pour les gens. Pour les réunions. Moi, je trouve ça beaucoup plus enthousiasmant que les produits Surface qui coûtent 3 000 €. J'aime bien quand Microsoft propose des périphériques. Ils faisaient des très bons claviers, enfin ils en font toujours, des très bonnes souris et tout. Les caméras étaient pas mal au moment où elles sont sorties. Et du coup, justement, j'aimerais bien voir ce qu'ils sont capables de faire maintenant. Les périphériques Xbox sont géniaux. J'aimerais bien les voir étendre cette gamme, même si ça fait de la concurrence avec des fois des partenaires. J'aimerais bien les voir étendre ce genre de gamme, surtout que c'est des produits qu'on peut s'acheter, donc c'est pas mal quand même. Alors j'ai oublié de préciser, mais cette webcam, elle ne serait a priori pas en 4K, elle serait seulement Full HD, et elle aurait par contre le HDR normalement. Et c'est vrai que peut-être une caméra Full HD, ça serait suffisant pour le monde professionnel. Le 4K, c'est peut-être pas nécessaire quand tu fais des réunions, des Teams, t'as peut-être pas besoin de ce 4K. Je suis même pas sûr que Teams fonctionne en 4K.
Bah, si tu veux te filmer, après, quelqu'un qui veut faire, grâce à sa webcam, je sais pas, une chaîne YouTube en méga qualité, voilà, tu peux peut-être avoir besoin d'une webcam 4K. Là, voilà, t'es en réunion, en visio. La connexion Internet, déjà. Voilà, c'est ça. En plus, il te faut une belle connexion Internet. Bon, je pense que le Full HD peut se comprendre dans ce sens-là. Après, peut-être qu'elle aura la petite étiquette Teams compatible. Peut-être que en plus, peut-être que du Full HD à 60 images secondes serait plus pertinent que, par exemple... Tout à fait. J'y avais pas pensé comme ça, mais oui, tu as tout à fait raison. Quelque chose de plus fluide. Voilà. Allez, on va refermer la boîte en attendant que Microsoft nous propose cette webcam. Et une dernière petite rumeur. Alors, on va reparler de Surface Phone, le Surface Duo. Le Surface Duo 2, Cassim, t'as entendu parler d'une rumeur d'un nouvel opus qui arriverait pour fin 2021 ? Oui. Je trouve que ça fait hyper vite. Et t'en as entendu parler alors ? Ah oui, j'en ai entendu parler. Enfin, j'en ai entendu parler. C'est dans les tuyaux. Alors, fin 2021, non. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'affirme le site Windows Latest. Moi, je sais que, en tout cas, oui, que c'est en préparation. Sans doute. Mais voilà, c'est pas. Ouais, c'est le 2021, je trouve ça hyper rapide. Je suis d'accord que le fin 2021 est un peu surprenant. Compte tenu en plus du marché actuel de la technologie qui est un peu compliqué, je trouve ça un peu ambitieux de se lancer là-dedans. Là, par exemple, il y a Samsung qui a annoncé qu'il ne lancerait pas de smartphone à la fin de l'année parce que il n'y a plus de stock. Donc bon, ça sert à rien de lancer un nouveau smartphone. On n'arrive pas à produire ceux qu'on a déjà lancés. Donc voilà, vouloir lancer un nouveau Surface, c'est peut-être un peu ambitieux. Après, j'imagine que les volumes de production de Microsoft sur le marché des smartphones ne sont pas ceux de Samsung. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Mais donc ce nouveau smartphone... alors ce qui est cool, c'est quand même de se dire qu'ils abandonnent pas le marché après avoir à peine trempé les pieds dedans, ils abandonnent pas direct. Et comme en plus connaissant Microsoft, c'est bien avec ce Surface Duo 2, voire peut-être avec le 3e, qu'on aura quelque chose de beaucoup plus mature dans le concept. On sait que le premier avait mis beaucoup de temps et que c'est ce qui explique pas mal de problèmes de jeunesse, quoi. Également, de vieillesse des composants aussi. Le premier à l'origine n'a jamais été vraiment pensé pour Android. Je voyais les gens qui regardaient un peu le FI pour booter. Le truc est encore prévu pour booter Windows et il a été adapté pour booter Android derrière. Au moins les suivants seront pensés directement pour Android. Probablement, et du coup, donc ce nouveau appareil a priori, il proposera déjà la 5G, ce qui est pas le truc le plus incroyable du monde, mais au moins, voilà, c'est quand même, quand tu lances un smartphone haut de gamme en 2021, tu t'attends à avoir la 5G, donc c'est ça. Voilà. Il aura un processeur a priori qui sera aux normes, et peut-être un meilleur appareil photo. Récemment, il y a Microsoft qui a recruté ce bon vieux Harry Partinen qui avait bossé sur Feu et Lumia. Vous vous souvenez des Lumia ? Et qui a bossé aussi chez Apple. Et qui entre-temps, voilà, il était parti de chez Nokia au moment où Nokia s'était fait racheter. Et il était parti chez Apple. Et depuis quelques années, enfin depuis qu'il est parti chez Apple, la qualité des appareils photo des iPhones ont quand même décollé. Alors est-ce que c'est totalement dû à lui ? En tout cas, il a chapeauté une partie de ce projet, donc c'est plutôt cool. Et maintenant, il est reparti chez Microsoft pour travailler sur un prochain Surface Duo. Alors, reste à savoir, un homme ne peut pas tout faire, reste à voir le budget qu'on lui a alloué, autant au niveau argent qu'au niveau espace dans le téléphone, parce qu'un des problèmes du Surface Duo, c'est que c'est la caméra frontale en fait c'est la caméra intégrée dans l'écran qui sert de caméra tout court du smartphone. Alors que nos smartphones haut de gamme habituels, maintenant, ils ont des énormes modules photo à l'arrière et des gros objectifs qui dépassent beaucoup du téléphone. Ça, c'est pas possible sur le Surface Duo. Et donc, on verra ce que ça peut donner. Il va falloir faire des sacrés efforts d'intégration, quoi. Et il va falloir qu'ils trouvent les bonnes idées. Je me rends pas compte de la taille. Je me rends pas compte de la taille. C'est pas possible d'imaginer de prendre des photos avec le truc ouvert pour que ce soit de l'autre côté, justement. Alors, si tu mets un module photo au dos, tu ne peux plus faire tourner ton téléphone à 360 degrés. Tu ne pourras faire qu'un V en fait, puisqu'il va tamponner sur être bloqué par le module photo qui ressort. Il va être bloqué par le module photo qui ressort si tu le mets au dos. Ah oui, d'accord, oui, parce qu'il y a une bosse. Si tu le mets, et par contre, si tu le mets à, oui, voilà, il y a une bosse.
Et si tu le mets à l'avant, du coup, il faut que tu puisses le refermer. Sinon, ça fait mode. Ça va faire effet sur Facebook et ça va être bizarre. Mais attends, pourquoi il n'y a pas de boss quand on le ferme normalement ? Parce que actuellement, le capteur photo est très petit, justement. Il est comme ceux qu'on a à l'avant de nos téléphones qui ressortent pas quand les smartphones contemporains. La caméra en façade, elle ressort pas à l'avant de ton téléphone. Il n'y a pas une sorte de front un peu chelou qui ressort. Là, c'est pareil. J'avais pas compris, en fait, c'est pas tellement un choix, c'est quasiment une obligation Exactement. Vu le design du téléphone, ils ont pas le choix, ils peuvent pas mettre un bon capteur photo pour l'instant. C'est ça. Après, mais il va falloir qu'ils trouvent une nouvelle technologie. Bon, après, il y aurait moyen d'avoir un capteur qui serait meilleur que celui qu'il y a dans le Surface Duo actuel, qui est vraiment catastrophique. Il y a des capteurs selfie qui sont meilleurs, en gros, des capteurs frontaux qui sont meilleurs que ce qu'ils proposent. Mais ils pourront pas te faire l'iPhone 13 avec ses cases objectifs au dos. Là, ils pourront pas faire la même chose. S'ils gardent le même design. Non. Ou alors ça va être chelou. Ok. Bon, mais merci à vous. On ferme cette partie hardware et on termine par la partie Windows. Alors, une première info, on a appris que Windows 10 allait proposer le verrouillage automatique des sessions, notamment en entreprise, pour sécuriser les sessions des utilisateurs, donc éviter les risques de piratage. Et donc Microsoft devrait proposer donc dans Windows une manière de le bloquer automatiquement après un certain temps d'inactivité notre ordinateur. Donc je pense qu'on peut tous trouver que c'est une bonne chose. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Oui. Et ça devrait arriver assez prochainement, pardon. C'est vraiment une nouvelle politique d'entreprise que tu peux activer et qui permet, dès que tu pars un peu loin de ton PC et que le PC il détecte que mon utilisateur n'est plus là, hop, je verrouille la session par sécurité. C'est la fin des changements de fond d'écran au boulot. Oui. Je dis après ça aide, mais ça sera jamais magique non plus. Hein. Le truc par Bluetooth, je veux dire, tu peux être à distance assez loin et ton PC te détecte encore. Donc bon. Il n'y a pas que le Bluetooth, il y a d'autres. Non. Je crois. Là, je pense que ça sera même l'inactivité totale. Je pense que si tu touches à rien, ni ta souris, ni ton clavier, au bout d'un temps défini sûrement par l'administrateur système, clac, ta session est verrouillée. Oui, mais il y a toujours un délai. Je veux dire, c'est pas magique. Les gens, il faut mieux qu'ils fassent Windows L eux-mêmes, quoi. Voilà. Oui, voilà. Bien sûr. Le but, c'est de pallier à ceux qui oublient. Qui oublieraient. Après, je sais, je le fais presque toujours, mais c'est presque toujours. Il y a une fois de temps en temps où tu oublies de verrouiller ta session. Enfin, je sais pas toi, mais ça m'arrive. Non, je n'oublie pas. Celui qui oublie, il doit payer des trucs aux autres après. Donc bon, non. C'est comme ça que ça marche au boulot. Bon, allez, hop, on laisse le verrouillage automatique et on parle un petit peu de Edge. Alors, on en avait déjà parlé, je crois, au dernier épisode, ou peut-être à l'épisode d'avant. On vous avait dit que les onglets verticaux étaient arrivés dans les versions bêta et Canary. Cette fois-ci, les onglets verticaux sont arrivés dans la version ordinaire de Edge et vous pouvez bénéficier de tout ça. Alors, est-ce que vous avez testé ça ? Alors, oui, alors moi je l'avais testé déjà dans la version précédente et j'avais trouvé ça moyen, pas inintéressant, et j'ai trouvé qu'il y avait une petite amélioration. Alors, où est-ce que je l'avais pas utilisé l'autre fois ? Mais d'ailleurs, moi depuis que je l'ai testé, ça fait 3-4 jours que je l'ai activé et j'ai gardé mes onglets verticaux. Et ce que j'aime bien, c'est que tu peux réduire le menu qui s'affiche sur la gauche et tu n'as plus qu'un petit bandeau qui doit faire, qui fait un peu plus que la taille d'une icône et qui te représente l'icône de tes onglets. Et je trouve ça vachement bien parce que ça t'aère ta page en hauteur et ça ne mange quasiment rien sur le côté. Et je trouve qu'au niveau ratio de pages, c'est super intéressant. Donc moi, voilà, ça fait 4 jours que je l'ai activé et je pense que je vais le laisser comme ça pour l'instant. Alors, déjà, bon, c'est pas grave, c'était là depuis le début, je pense que tu l'as pas vu, mais c'est pas très grave. Non. Par contre, le truc, c'est que tu dis que tu gagnes de la place en haut, mais tu gagnes pas de place en haut parce qu'il déplace le nom de la page à l'endroit où il y avait la barre d'onglet. Donc tu gagnes rien en espace en haut en réalité. C'est d'ailleurs une critique de pas mal de monde qui voudrait que Microsoft libère un peu de place en haut parce que tu en perds un petit peu à gauche, mais tu gagnes pas en réalité. Bah si, là je l'ai fait sous les yeux. Alors moi j'affichais peut-être parce que j'affichais... Non, parce que non, j'affichais rien, non. Attends, je vais me le refaire là. Voilà. Effectivement, je suis en train de le tester en temps réel. Non, mais tu as raison, tu as totalement raison. Quel effet, pourtant... quelle tromperie. Je suis choqué. Pardon ? Et ouais, et alors non, mais tu as totalement raison. Il y a un user voice avec pas mal de monde qui dit qu'ils aimeraient que justement on gagne de la place parce que c'est con. Mais, alors,
Alors ça donne l'impression d'aérer la page. Non mais par contre t'as plus le côté quand t'as 15 000 onglets ouverts avec c'est juste 3 lettres et tout, enfin c'est moins... Je pense qu'il y a quand même un intérêt aux onglets verticaux, même en l'état, même sans gagner de la place en haut, avec le fait que tu peux peut-être plus facilement gérer tes onglets et garder une meilleure visibilité si tu gardes la version agrandie des titres de chacun de tes onglets, peut-être mieux te repérer. Ouais, alors on a trop ouvert dans une fenêtre. C'est exactement ça. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Moi, en fait, je m'en servirais pas comme en truc principal. Je restais toujours en onglet classique. Mais il y a des jours où je me retrouve à la fin avec 70-80 onglets ouverts. Et à ce moment-là, en fait, je dépasse de très loin le maximum autorisé visible sur ma barre en haut. Et donc, je vois plus qu'un pixel de chaque onglet. Et dans ces trucs-là, je me suis servi plusieurs fois de les mettre en mode à gauche, en ouvrant vertical. À fond. Comme ça, je vois le début et je peux retrouver mon onglet là-dedans. Mais c'est vraiment, si j'atteins 70-80, je m'en servirai pas pour 15-20. Un pixel pour le titre, un pixel pour l'onglet, un pixel pour la croix. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ça arrive à ça à la fin. Et je m'en sers vraiment dans ces cas-là. Parce que sinon, moi, ce que je faisais avant, souvent, c'est que je faisais CTRL-Tab jusqu'à ce que je trouvais mon onglet, l'onglet dans les 150, dans les 80, l'onglet que je voulais, quoi. Moi, j'ai 10 onglets, je dépassé des onglets, je supporte pas, je suis obligé d'en fermer, quoi. Je suis à peu près comme toi, Cassie, moi. 10-12 maxi. Bon. Voilà. Après, quand même, il y a des nouveautés qui sont arrivées en même temps que ces onglets dans la version ordinaire de Edge. Il y avait la recherche avec Bing qui était améliorée, notamment avec des recherches connexes, et l'accélération du lancement du navigateur. Et je trouve que ça se sent quand même. Sur les machines peut-être un petit peu anciennes, je l'ai trouvé plus rapide. Ils trichent un petit peu. Mais tu fait la réflexion avant de lire. C'est un peu de la triche. Alors peut-être. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils préchargent. Ils font comme Chrome fait également. Ils préchargent Edge. Il y a toujours le processus Edge qui est chargé derrière. Et donc, ils t'ouvrent juste une nouvelle page plutôt que lancer le navigateur maintenant. Donc, ça te bouffe un petit peu de RAM en arrière-plan. Et ça fait que il tourne toujours à un minimum. Mais ça se tient également dans le sens où Edge, maintenant, c'est plus seulement un navigateur. C'est un lanceur d'applications également, vu qu'on a des PWA qui peuvent se connecter avec tout le reste de l'OS comme une application normale. Donc il est obligé d'être lancé en permanence. C'est tout à fait cohérent qu'il reste toujours lancé en arrière-plan. Maintenant, c'est une partie de ton système d'exploitation comme une autre qui a besoin de tourner. Et donc, finalement, ça se tient. Et c'est là où, pour être un petit peu connexe, je trouve que le fait que, par exemple, Firefox ne veut pas du tout supporter les PWA, bah, ça fait qu'on voit que pour moi, c'est pas un navigateur qui a vraiment beaucoup d'avenir de nos jours. C'est vraiment de nos jours, les navigateurs, c'est pas seulement pour naviguer sur le web, c'est des lanceurs d'applications. Également, ouais. Et je crois que c'est dans cette... Est-ce que c'est pas dans cette version aussi qu'il y a les onglets en veille qui sont arrivés, la gestion stable. Moi, je les ai en tout cas. Du coup, je me rends pas compte. Je les ai sur ma version stable. Je me rends pas compte. Je sais pas, mais. Si c'est parce que j'ai alors qu'est-ce que t'appelles les onglets en veille? Parce que je sais qu'on en avait parlé, mais je le visualise pas. C'est dans les paramètres de Edge dans le système qu'il y a l'option, en tout cas chez moi. Et c'est une option qui permet en fait, moi c'est activé, et ça permet au bout de, voilà, si mon onglet je l'ai pas ouvert pendant 30 minutes, il le passe en veille en fait, et ça fait qu'il ne garde plus chargé l'onglet en question, il ne consomme plus de ressources. Alors je te confirme que je l'ai également. Et c'est assez pratique. Moi, en fait, j'avais une extension qui faisait ça il y a très longtemps et qui était assez lourde, dans le sens où quand tu retombais sur un onglet qui était en veille, elle mettait du temps à rafraîchir la page et tout ça. Là, c'est vraiment très très invisible. C'est-à-dire que tu le vois que l'onglet il est légèrement grisé quand il est en veille, mais tu cliques dessus, il est chargé tout de suite. T'as pas à attendre, donc je trouve ça plutôt bien intégré. Ouais, ça m'a assez impressionné aussi, vraiment. Moi j'ai essayé d'ailleurs de voir si c'était là en faisant des contrôles tables super rapides pour essayer de changer. Et honnêtement, je vois pas la différence. Je vois quasiment pas la différence entre un onglet en veille et un onglet classique. Donc ils ont bien géré leur truc. Bon, mais c'est bien. C'est bien. Alors, on va terminer cette partie avec Edge sur le rythme de mise à jour du navigateur qui va changer un petit peu. On était plutôt sur une mise à jour toutes les 6 semaines. Et pour se fondre sur le rythme de Chrome et de Firefox, en fait, Microsoft devrait proposer des mises à jour toutes les 4 semaines. Alors, il propose quand même aux entreprises qui, elles, ne voudraient pas suivre ce rythme de ne faire des mises à jour que toutes les 8 semaines pour laisser le temps
aux administrateurs système de vérifier que ça ne poserait pas de problème avec des mises à jour. Voilà. Bon, pour nous, utilisateurs plus ou moins ordinaires, est-ce qu'il y a vraiment une utilité d'avoir ces mises à jour toutes les 4 semaines ? Pour Florian, je sais que la réponse est non, vu qu'il est en version Canary, il a des mises à jour tous les jours. Oui. Voilà. Et toi, Cassim, qu'est-ce que t'en penses pour un utilisateur lambda, ordinaire ? Est-ce que c'est mieux finalement d'avoir ces mises à jour toutes les 4 semaines ou c'est juste pour faire comme les autres ? Je ne sais pas, je pense que c'est pour faire un peu... Enfin, c'est pour suivre... comme ils sont basés sur Chromium, j'imagine qu'ils veulent suivre le même rythme. Après, oui, pourquoi pas. Hein. Moi, je suis toujours preneur. Je trouve qu'ils font un bon boulot avec Edge, donc je suis toujours preneur de mise à jour. Hein. Je savais même pas qu'ils n'étaient pas sur le même rythme Chrome. Je pensais qu'ils l'avaient pris de base, mais ça m'étonne un peu. Non, mais Chrome a changé récemment, en fait. Ah, c'est pour ça ? Ok, d'accord. Oui. Voilà. Bon, allez, on restera aux 4 semaines. Et puis une dernière info, je crois, Florian, que tu voulais nous parler d'une petite info sur la dernière build de Windows. Donc, qu'est-ce qui arrive ? Non, c'est rien, qui t'a marqué ? C'est juste que moi, ça me... J'aime le fait qu'ils font enfin évoluer l'explorateur Windows pour essayer de le rendre un petit peu plus cohérent avec Windows moderne. C'est-à-dire, tout simplement, ils essayent d'espacer un peu plus les éléments pour que ça colle un peu plus au reste de l'interface, au menu démarrer, aux applications IWP, à tout ça. Ils ajoutent des petites animations à côté des flèches qui rappellent un peu Fluent Design. On voit que Panos Panay essaye vraiment petit à petit d'amener le vieux et le nouveau ensemble pour faire un système cohérent, et j'ose espérer que d'ici 6 mois on aura un Windows magnifique, beau, aussi cohérent que macOS, même si honnêtement je dois avouer que j'y crois encore moyen, mais bon, on garde espoir. Alors moi je voulais juste rappeler que si vous voulez un explorateur qui soit UWP, qui soit cohérent finalement avec le reste de Windows 10, vous avez l'application Files qui est gratuite sur le Windows Store, que vous pouvez télécharger et utiliser, qui marche très bien avec une équipe de développeurs assez réactifs. Et si vous êtes quelques-uns à solliciter une fonctionnalité, généralement ça arrive très vite. Donc c'est plutôt sympa d'utiliser leur application. Bon, on en avait déjà parlé de cette application qui a quelques lenteurs des fois au lancement pour tout charger, parce que c'est pas une application système. Ouais, ils travaillent dessus. Ils ont dit qu'ils travaillent sur le fait de la rendre avec projet Réunion et tout ça, pour de rendre ça comme une application Win32 classique. Mais ils disent qu'il y a pour des mois de boulot et que voilà, quoi, c'est peut-être un jour, mais voilà. Mais il y a quand même une autre nouveauté qui est beaucoup plus importante dans cette build quand même. Non, pas le HDR, non, pas l'auto-HDR, Cassim. T'es sûr ? Bon, allez, vas-y, mais c'est que pour te faire plaisir, ça. Bon, on l'a mentionné tout à l'heure sur l'auto-HDR sur Xbox, il est arrivé avec les Xbox Series en novembre dernier. Et là, c'est Microsoft qui a annoncé que cette fonctionnalité-là serait proposée aussi sur PC. Donc, c'est disponible que dans cette build pour l'instant en dev preview. Mais ça arrivera bientôt, et c'est quand même compatible avec plus de 1000 jeux. Il suffit qu'il utilise DirectX 11 ou 12, et donc ça convertit automatiquement les jeux SDR en jeux HDR. Et pareil que sur Xbox, il y a un petit paramètre pour activer ou non la fonction. Alors pour l'instant, ça s'active au niveau système, enfin c'est on-off pour tout le système à la fois. Peut-être qu'à terme ce sera pour jeu par jeu, mais voilà, c'est bon. Si vous êtes ce pourcentage ce petit pourcent de joueurs qui ont un moniteur compatible HDR et qui est capable de faire du bon HDR, parce qu'en plus c'est pas forcément le cas, voilà, vous serez content d'apprendre que ça arrive. Non, mais j'imagine que Microsoft prend les devants, que ça va se démocratiser quand même relativement prochainement sur PC, et qu'ils prennent les devants pour gérer pas mal de contenu HDR, quoi. Pour quelqu'un qui débarque comme moi, est-ce que ça se limite au jeu, ou genre sur une vidéo web, n'importe quoi, tu peux te retrouver avec une vidéo HDR qui fonctionnera avec ça ? Là, sur ce point particulier, ça ne fonctionne que sur le jeu. Après, la gestion de HDR dans Windows peut te permettre... peut-être qu'il y a des logiciels qui te permettent de faire ça sur du logiciel, genre sur des vidéos et compagnie, quoi. Peut-être qu'il y a des plugins YouTube par exemple ou des trucs comme ça. Mais là en tout cas c'est pour du jeu, quoi. Et juste pour finir, il y a une news encore plus importante, c'est qu'ils ont généralisé la nouvelle icône fluente de Notepad. Voilà. Oh là là, je pense que tu me la mets de côté s'il te plaît, cette icône, que je la mette sur le visuel de l'épisode de ce soir, mais là j'en ai besoin tout de suite. Tout de suite. Ok. Bon, merci à vous deux d'avoir été là ce soir. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous pour parler de ces nouveautés. Donc pas mal quand même d'actu Xbox, et
On a quand même été un peu long sur la partie Windows, mais bon, il y avait quelques petites infos. On se donne rendez-vous, alors ça va faire quoi? Ça va aller dans 15 jours, donc ça devrait être début avril pour l'épisode suivant. On aura pas mal de choses Xbox à parler. Oui, on aura peut-être essayé ce nouveau jeu là qui arrive le 1er avril chez Xbox. Allez, donc portez-vous bien. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Vous pourrez retrouver tous les anciens sur le site lifetile.fr. Partagez sur tous les différents réseaux et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sur la page de l'épisode. Allez, à bientôt tout le monde. Salut. Ciao.